Que se passe-t-il quand un petit pays ose défier les géants sous leur regard froid et silencieux? Est-ce le début d'une ascension vers l'indépendance ou la première marche d'une chute inévitable? En décembre, à Saint-Pétersbourg, les dirigeants des anciennes républiques soviétiques se réunissent pour un sommet informel, à huis clos. L'atmosphère est feutrée, les discussions roulent sur les corridors énergétiques, les routes logistiques, le partage de l'influence. Mais au bout de la grande table, un siège reste vide, celui d'Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan. Officiellement, il s'agit d'un simple empêchement d'agenda. Mais derrière cette excuse banale, tout le monde comprend que le geste est calculé. Aliyev choisit ce moment pour envoyer un signal. Il tourne le dos à Moscou, tente un pari risqué sur l'Occident. Ce n'est plus une question d'emploi du temps, c'est l'ouverture d'un bras de fer silencieux. L'histoire regorge d'exemples où un petit État a voulu s'émanciper de la tutelle d'une grande puissance. Pensez à la Hongrie en 1956, à la Tchécoslovaquie en 1968, ou plus récemment à la Géorgie en 2008 et à l'Ukraine en 2014. À chaque fois, ce choix a déclenché une réaction en chaîne, parfois brutale, parfois insidieuse, mais toujours lourde de conséquences. Jusqu'où peut-on défier la Russie tout en profitant encore de ses ressources et de ses réseaux? À Bakou, les élites s'interrogent. La population, elle, ressent déjà une forme d'angoisse sourde face à l'avenir. À Moscou, la riposte se prépare, mais sans fracas. Pas de menaces, pas de scandale public, seulement une froideur méthodique. La Russie, fidèle à sa tradition stratégique, évite la confrontation directe. Elle réorganise patiemment ses alliances, coupe discrètement ses liens logistiques avec Bakou, retire ses investissements et isole peu à peu l'Azerbaïdjan, pont après pont, sans bruit ni éclat. Cette tactique rappelle la stratégie du salami, employée autrefois par l'Union soviétique pour affaiblir progressivement ses adversaires sans provoquer de réaction excessive. Pour l'Azerbaïdjan, le risque est immense. Perte d'influence régionale, isolement économique, avenir incertain. Aliyev joue gros, mais a-t-il vraiment toutes les cartes en main? Peut-il gagner contre une Russie qui sait, depuis des siècles patient et implacable, refermer une à une les portes sur ses anciens partenaires? Pour saisir l'enjeu, il faut revenir en arrière et décrypter la mécanique silencieuse de cette partie d'échec géopolitique. Comment en est-on arrivé là? Durant l'époque soviétique, l'Azerbaïdjan était un pilier logistique et énergétique incontournable. À Bakou, la confiance venait du fait que tous les grands gazoducs vers l'Occident, les oléoducs reliant la Caspienne à la Méditerranée, ainsi que les routes commerciales du nord au sud et de l'est à l'ouest, passaient par son territoire. Ce carrefour stratégique a forgé la prospérité nationale. L'économie de transit est rapidement devenue la principale source de revenus de l'État. Chaque convoi, chaque cargaison qui franchissait le territoire azéri rapportait taxes, commissions et, surtout, influence politique. À titre d'exemple, chaque année, des milliards de dollars entraient dans les caisses publiques via le transit de pétrole et de gaz, mais aussi de marchandises diverses. En 1999, l'ouverture du pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan avait marqué un tournant, assurant à l'Azerbaïdjan un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Mais ce statut n'était pas gratuit. Il impliquait une dépendance discrète mais réelle à la Russie. Moscou tolérait Bakou comme partenaire tant que le jeu restait équilibré. Les deux parties profitèrent de ces corridors, la Russie y trouvant un débouché pour ses hydrocarbures et un point d'appui logistique. Aujourd'hui, cet équilibre vacille. Sous Ilham Aliyev, l'Azerbaïdjan affirme haut et fort son rapprochement avec l'Occident. Mais la Russie, loin de se laisser surprendre, réagit avec une froide efficacité. Elle diversifie ses routes, conclut de nouveaux accords avec le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous désireux de prendre la place laissée vacante par Bakou. En 2023, par exemple, la Russie et le Kazakhstan ont signé plusieurs protocoles pour le développement de nouveaux corridors maritimes à travers la mer Caspienne, réduisant la dépendance aux infrastructures azéries. Le risque pour l'Azerbaïdjan est colossal. Perdre sa position de carrefour, c'est effacer des décennies d'avantages économiques et politiques. Moins d'investissements, moins de pouvoir, et la montée en puissance de rivaux inattendus sur le marché du transit. On se souvient que la Géorgie, après sa rupture avec Moscou, avait vu la plupart des investissements russes s'évaporer en quelques mois, provoquant une crise financière majeure. Dans ce jeu de pouvoir, celui qui se croit maître finit souvent par exposer ses faiblesses. L'histoire du canal de Suez, contrôlé par l'Égypte puis contourné après la crise de 1956, en est un exemple frappant. Les grands acteurs trouvent toujours une alternative quand un partenaire devient imprévisible.
Mais derrière les choix géopolitiques, les tensions internes s'accumulent. L'Azerbaïdjan doit maintenant assumer les premières conséquences de son pari. À Bakou, des voix s'élèvent. Certains oligarques s'inquiètent de la fuite des capitaux, tandis que les entrepreneurs du secteur logistique voient leurs marges fondre. Des sociétés de transport ferment, faute de marchandises à faire transiter. Pendant que la diplomatie officielle affiche le sourire, la Russie redessine la carte du pouvoir régional. Moscou négocie discrètement des accords avec le Turkménistan pour utiliser le port de Turkmenbashi, modernise les infrastructures du Kazakhstan et développe des routes alternatives via l'Iran. Chaque initiative réduit l'importance stratégique de l'Azerbaïdjan. Dans le domaine du gaz, la tension n'a jamais été aussi forte. L'Azerbaïdjan revend à l'Europe du gaz qu'il achète préalablement à la Russie, réalisant ainsi des marges confortables. Mais si Moscou décide de détourner ses flux ou de fermer le robinet, ce bénéfice disparaît instantanément. En 2022, lors de la crise énergétique européenne, la Russie a déjà fait preuve de sa capacité à utiliser ses ressources comme arme de négociation. Les contrats européens, longtemps présentés comme un gage de stabilité, sont en réalité fragiles. L'exemple de l'Italie, dépendante du gaz azéri, montre que la moindre interruption peut plonger l'économie locale dans la tourmente. Si Moscou coupe l'approvisionnement, les contrats s'évaporent et Bakou subit une perte sèche de revenus. Déjà, les investissements russes migrent ailleurs. Les capitaux affluent vers l'Asie centrale et le Caucase, où le Kazakhstan et l'Ouzbékistan offrent des conditions fiscales avantageuses et une stabilité politique relative. Les flux de marchandises, autrefois massifs à travers l'Azerbaïdjan, sont désormais réorientés par la mer Caspienne ou via le corridor nord-sud passant par l'Iran. Chaque kilomètre dévié représente des millions de dollars de pertes annuelles. Le secteur pétrolier, autre pilier de l'économie azérie, est lui aussi menacé. Les compagnies russes ont commencé à refuser certaines cargaisons de pétrole azéri, invoquant officiellement des soucis techniques. En réalité, il s'agit d'un signal politique clair. En 1973, l'embargo pétrolier arabe avait montré comment l'énergie peut devenir une arme de chantage redoutable. Aujourd'hui, la Russie applique la même logique, mettant la pression sans déclarer la guerre. Mais plus inquiétant encore que la chute des revenus, c'est l'isolement politique. Sur la carte, l'Azerbaïdjan apparaît encerclé. Au nord, la Russie, désormais hostile. À l'ouest, l'Arménie, marquée par la guerre du Karabakh et une animosité profonde. Au sud, l'Iran, qui voit d'un mauvais œil les rapprochements azéris avec Israël et la Turquie. À l'est, la mer Caspienne, qui n'est une porte ouverte que pour ceux qui ont des partenaires solides. La Turquie, souvent citée comme allié naturel, a ses propres intérêts. Ankara souhaite conserver un partenaire docile, non un voisin trop indépendant. Erdogan, habile stratège, ménage ses alliances sans jamais s'engager au-delà du raisonnable. En 2020, lors de la crise du Haut-Karabakh, la Turquie a soutenu Bakou, mais sans jamais briser complètement avec Moscou. L'Occident, quant à lui, reste lointain et pragmatique. Les États-Unis, l'Union européenne, promettent volontiers soutien et investissement, mais ces promesses s'évaporent souvent devant les contraintes géopolitiques. La Géorgie en 2008, l'Ukraine depuis 2014 ont fait l'amère expérience de ces limites. Lorsque la Russie a avancé ses pions, les discours de solidarité se sont rapidement transformés en appel à la retenue. Le danger est réel et immédiat. Effondrement des revenus, perte des contrats, modèle économique menacé. Rien n'est plus théorique. Chaque choix d'Aliyev bouleverse le destin du pays, et la réaction en chaîne semble enclenchée. Les entreprises ferment, les chômeurs se multiplient, la monnaie s'affaiblit. Les agences de notation abaissent la note souveraine du pays, rendant les emprunts plus coûteux. Aliyev s'engage alors dans une course contre la montre, cherchant des garanties à l'Ouest. Il multiplie les visites à Bruxelles, à Londres, à Washington. Il tente de séduire les investisseurs européens, vante la stabilité du pays et son ouverture aux affaires. Mais le prix de la survie nationale ne cesse de grimper. La géopolitique n'est pas un jeu vidéo, ici chaque erreur laisse des cicatrices réelles. On se souvient que la Tchécoslovaquie, en 1968, avait cru à la bienveillance de l'Occident, avant d'être écrasée par les chars du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan risque de payer le prix d'un excès de confiance. En cherchant à s'affranchir de la Russie, l'Azerbaïdjan a ignoré une vérité élémentaire. Dans l'arène internationale, l'isolement rend fragile. L'Occident garde ses distances, promet peu, investit encore moins. Les discours solennels ne remplacent ni les capitaux, ni la protection tangible. L'illusion d'un appui occidental sans faille s'est déjà révélée meurtrière.
La Géorgie en 2008, l'Ukraine depuis 2014. À chaque fois, les promesses se sont dissipées dès que la réalité s'est durcie. La Moldavie également a perdu une grande partie de ses débouchés commerciaux en se détournant de Moscou, sans recevoir de compensation substantielle de la part de l'Union européenne. L'intégration à l'OTAN? Aucun gage solide. La sécurité collective dépend de la volonté politique et l'Azerbaïdjan n'est pas au sommet des priorités de Washington ou de Bruxelles. Prenons l'exemple du Monténégro, intégré à l'OTAN en 2017, mais qui, en cas de crise, ne pourrait espérer qu'un soutien limité. S'aligner sur les normes occidentales ne signifie pas bénéficier d'un bouclier assuré. La Finlande, devenue membre de l'OTAN en 2023, dispose d'un filet de sécurité réel, mais principalement en raison de son poids stratégique. L'Azerbaïdjan, lui, reste un acteur périphérique. En cas de crise, il n'y aura ni filet financier ni soutien politique automatique. Le Fonds monétaire international, lorsqu'il intervient, impose des réformes drastiques qui étranglent l'économie. La Grèce, en 2010, a payé au prix fort les aides conditionnées à des coupes budgétaires massives. Les investissements étrangers se font rares, les partenaires occidentaux restent prudents, parfois indifférents. Bakou risque alors l'isolement total, sans alliés fiables, pris au piège de sa propre stratégie. La Russie, elle, réorganise ses flux, investit ailleurs, ferme les portes une à une autour de l'Azerbaïdjan. On se rappelle que l'Ouzbékistan, ayant un temps tenté de se distancer de Moscou, a dû revenir sur ses pas après avoir vu ses exportations de coton s'effondrer. Le danger est immense, stabilité économique, crédibilité politique, avenir de la population tout entière sont en jeu. En misant tout sur un appui occidental incertain, l'Azerbaïdjan pourrait perdre ses marchés, ses alliances et jusqu'à sa liberté de décision. Les chômeurs seraient plus nombreux, le niveau de vie baisserait et les tensions sociales pourraient exploser. Ce pari risqué bouleverse déjà les équilibres régionaux. Les conséquences pourraient s'avérer irréversibles pour Bakou. Les experts de l'Organisation de coopération de Shanghai avertissent pour que le pays risque de devenir un trou noir logistique si la tendance se poursuit. Il vaut mieux apprendre des erreurs des autres que de payer soi-même le prix fort. L'expérience de l'Azerbaïdjan offre un avertissement clair. Pour un petit pays coincé entre grandes puissances, la lucidité sur ses propres atouts et faiblesses est une nécessité absolue. Se croire capable de défier une puissance sans en mesurer le coût réel, c'est ouvrir la porte à l'isolement et à la perte de toute influence. Multiplier les alliances et jouer l'équilibriste diplomatique paraît séduisant. Mais cette stratégie n'est efficace que si la loyauté affichée est crédible. Sinon, le pays devient interchangeable, voire suspect, et la moindre erreur entraîne des sanctions sévères. Contrats qui disparaissent, marché inaccessible, réputation en chute libre. La Biélorussie, par exemple, a longtemps jonglé entre Moscou et Bruxelles, avant de se retrouver totalement dépendante de la Russie après les sanctions occidentales. La plus grande erreur de Bakou a été de mal juger la capacité d'adaptation de Moscou. Penser que la Russie resterait figée dans l'ancien schéma sans chercher d'alternative révèle une incompréhension profonde. Moscou ne punit pas frontalement, elle a investi ailleurs, construit patiemment d'autres options, jusqu'à rendre l'ancien partenaire superflu. Quand Bakou s'en rend compte, il est déjà trop tard. C'est la même erreur qu'a commise l'Ukraine en sous-estimant les capacités russes de contournement logistique après 2014. Les promesses occidentales, aussi flatteuses soient-elles, doivent toujours être confrontées à l'histoire. De nombreux pays, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, ont parié sur un soutien total de l'Ouest. Ils n'ont reçu au mieux qu'un appui partiel, au pire, un silence embarrassé au moment critique. La rhétorique ne nourrit ni la population, ni ne protège les frontières. Construire une indépendance stratégique ne consiste pas à changer de camp au gré du vent. Tout repose sur la confiance, la cohérence et la réputation. Briser ce lien expose à l'abandon, au manque d'investissement, à la marginalisation sur la scène mondiale. Les erreurs de calcul coûtent cher, pauvreté, isolement, perte de crédibilité, voire disparition de la voix nationale. Pour un dirigeant lucide, la vraie question n'est pas de séduire tel ou tel partenaire, mais d'éviter la faute irrémédiable qui ferme toutes les portes. Car une fois la confiance perdue, regagner le crédit diplomatique devient une mission quasi impossible. Le cas de la Serbie, longtemps ostracisée par l'Union européenne, illustre la difficulté de revenir dans le jeu international après avoir rompu des alliances majeures. Au moment où le pouvoir à Bakou réalise la portée de ses choix, les options se réduisent à vue d'œil. Chaque décision pèse désormais doublement sur l'avenir du pays. Le cercle des partenaires se restreint, les marges de manœuvre s'effritent, les risques grandissent.
Alors, quels sont les scénarios pour sortir de l'impasse? Première option, la réconciliation pragmatique. L'Azerbaïdjan pourrait chercher à renouer un dialogue discret avec Moscou, accepter certaines concessions et regagner progressivement sa place dans les réseaux logistiques russes. Cette solution a déjà été employée par la Bulgarie et la Hongrie, qui, après avoir tenté de se distancier de la Russie, ont finalement rétabli des relations pragmatiques pour garantir leur sécurité énergétique. Deuxième option, l'intégration accélérée à l'économie européenne via des réformes structurelles profondes. Cela impliquerait de transformer le modèle économique du pays, de diversifier ses partenaires, d'attirer les investissements occidentaux et asiatiques. Mais cette voie exige temps, patience et une stabilité politique exemplaire. La Pologne a réussi ce pari après 1989, mais au prix de sacrifices considérables. Troisième option, la neutralité active, à la manière de la Suisse ou du Kazakhstan, qui est évident de prendre parti, multiplie les accords bilatéraux et joue le rôle de médiateur régional. Mais cette stratégie n'est crédible que si le pays parvient à convaincre tous ses voisins de son impartialité. Quatrième option, l'isolement assumé avec le risque de devenir un État paria à l'image de la Biélorussie ou du Venezuela. Cette voie est sans doute la plus périlleuse car elle conduit à une marginalisation profonde, à l'appauvrissement et à l'instabilité. Quelle que soit la voie choisie, chaque option comporte des risques majeurs. Pour l'Azerbaïdjan, il s'agit désormais de limiter les dégâts, de regagner la confiance et de rebâtir patiemment des alliances solides. Sur la scène cruelle de la géopolitique, chaque mouvement pèse lourd. L'Azerbaïdjan, en cherchant à s'émanciper, a oublié que l'isolement volontaire se paie toujours, parfois sur plusieurs générations. Le retrait silencieux de la Russie n'a rien d'un caprice. Moscou ne menace pas, elle reconfigure le jeu, redirige les routes, verrouille ses alliances, ferme les écluses. Tandis que Bakou s'accroche à des promesses occidentales éclatantes mais fugaces, ailleurs le tapis se déroule déjà, à pas feutrés mais sans retour possible. Le constat est implacable. Marge réduite sur le gaz, transit logistique en berne, marché du pétrole qui se ferme, l'isolement qui s'installe. Les voisins, Russie, Turquie, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan, avancent leurs pions, occupent les vides. Bakou, figé, espère un soutien occidental qui, jamais, n'a été offert sans condition ni contrepartie. L'illusion d'un Occident protecteur s'estompe dès qu'il faut signer ou garantir. L'exemple de la Géorgie, celui de l'Ukraine, rappelle que la solidarité n'est jamais automatique, que les intérêts prévalent toujours. L'Azerbaïdjan découvre, à ses dépens, qu'une réputation internationale ne se construit que sur des alliances solides et entretenues. La partie est cruelle, une erreur stratégique peut précipiter un pays dans l'oubli. Derrière, ce sont des emplois perdus, des familles fragilisées, une société qui doute, un prestige qui s'effrite. Dans ce monde, ni improvisation ni solitude ne pardonnent. Pour l'Azerbaïdjan, la leçon est claire. Il faut construire et non parier pour assurer l'avenir. Le vrai enjeu n'est plus de blâmer, mais de rebâtir. Car aujourd'hui, une seule décision mal pesée façonne le destin de demain, non pour quelques années, mais pour toute une génération. À Bakou, l'heure n'est plus au pari risqué, mais à la lucidité. L'avenir d'un pays ne se joue pas sur une provocation, mais sur la patience, la cohérence et la confiance retrouvée.